Ce qui allait se produire dans ce manoir de verre changerait à jamais le destin de deux âmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Le monde de Sophie Leroy s'effondrerait comme un château de cartes lorsque ses yeux verts, brillants comme des émeraudes sous des larmes contenues, croiseraient le regard bleu pénétrant de l'homme d'affaires milliardaire qui dominait Marseille depuis sa tour de pouvoir. Quel sombre secret se cachait dans les ombres de la famille Mercier? Pourquoi le cœur de Julien s'était-il arrêté quand cette simple serveuse, avec sa robe fleurie si déplacée parmi les soies et les diamants, avait franchi le seuil de sa soirée? Entre les murmures de la haute société et les conspirations familiales qui menacèrent de les détruire, deux personnes séparées par un abîme social, mais unies par des liens invisibles tissés 25 ans auparavant, découvriraient que parfois, quand tout le monde se moque de celle qui n'appartient pas à leur monde, c'est parce qu'ils craignent que cette personne révèle les vérités qui pourraient faire s'écrouler des empires entiers bâtis sur des mensonges. Car à la fin, comme le suggère le titre lui-même, quand la musique s'arrête, ce sont les cœurs authentiques qui continuent de danser. La musique résonnait avec force dans ce manoir de verre et de marbre qui s'élevait comme un château moderne sur la côte normande. Le parfum de champagne coûteux et de fragrances exclusives imprégnait l'air tandis que des serveurs en blanc immaculé se glissaient parmi les invités. Sophie Leroy n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit. À 25 ans tout juste, ses mains rugueuses par le travail acharné et sa robe fleurie achetée dans une friperie, elle détonnait complètement dans ce décor d'opulence. Lorsqu'elle franchit les imposantes portes du salon principal, un silence gênant s'installa pendant quelques secondes, suivi de rires étouffés et de regards moqueurs. Quelqu'un sortit un téléphone pour la filmer. Une autre personne chuchota quelque chose à propos du personnel de maison qui s'est trompé. Ses joues s'enflammèrent, tandis qu'elle serrait entre ses doigts le papier froissé que lui avait donné Madame Dubois, la cuisinière qui l'avait invitée comme accompagnatrice pour servir à la fête. « Tu ne devrais pas être ici », pensa-t-elle, tandis que ses yeux verts, brillants comme des émeraudes sous les larmes contenues, cherchaient une sortie discrète. C'est alors qu'elle le vit. Julien Mercier, le propriétaire de cette forteresse de verre, l'entrepreneur le plus jeune sur la liste des milliardaires de France, l'homme dont les yeux bleus avaient fait la une de dizaines de magazines économiques. Il la regardait fixement depuis l'autre bout du salon, comme s'il avait vu un fantôme. La musique s'arrêta. Le temps sembla se figer tandis qu'il traversait le salon d'un pas assuré, ignorant les invités qui tentèrent de l'arrêter avec des conversations banales. Lorsqu'il arriva face à elle, Sophie put sentir l'arôme de santal de son parfum hors de prix et aperçut de près cette cicatrice presque imperceptible qui traversait son sourcil gauche. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix profonde, sans détacher ses yeux des siens. « Vous êtes captivé par cette rencontre mystérieuse entre Sophie et Julien. Cette histoire ne fait que commencer. Laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous lisez. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir ce qui se cache derrière le regard troublé de Julien. La suite vous réserve des surprises que vous ne pouvez pas imaginer. Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme élégante d'âge moyen les interrompit, prenant Julien par le bras avec fermeté. « Julien, mon cher, l'ambassadeur souhaite te parler du projet en Provence, » dit la femme avec un sourire tendu, tout en lançant un regard méprisant vers Sophie. « Et toi, ma petite, je crois que tu t'es trompée de soirée. » Le personnel de service entre par la porte arrière. Sophie recula, humiliée, trébuchant sur un plateau qui tomba au sol avec fracas. Les verres se brisèrent, éclaboussant sa robe simple de taches de vin qui ressemblaient à des blessures ouvertes sur le tissu fleuri. Les rires éclatèrent, comme un orage autour d'elle, tandis qu'elle courait vers la sortie, laissant derrière elle une traînée de honte et de verres brisés. Ce qu'elle ne vit pas, c'est comment Julien Mercier la suivait du regard, avec une expression indéchiffrable sur son visage bronzé et parfaitement rasé. Elle n'entendit pas non plus quand il murmura pour lui-même. « C'est impossible. Elle lui ressemble trait pour trait. Vous êtes captivé par cette rencontre mystérieuse entre Sophie et Julien? Cette histoire ne fait que commencer. Laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous lisez. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir ce qui se cache derrière le regard troublé de Julien. La suite vous réserve des surprises que vous ne pouvez pas imaginer. 3 semaines après cette rencontre désastreuse, Sophie nettoyait les tables au coin de la mer, le restaurant familial où elle travaillait depuis 2 ans. L'établissement, situé dans la zone touristique de Biarritz, était principalement fréquenté par des étrangers et des entrepreneurs locaux à la recherche de fruits de mer frais et d'une vue privilégiée sur le coucher de soleil. Avec ses longs cheveux châtains attachés en queue de cheval désordonnée et l'uniforme blanc et bleu du restaurant, Sophie essayait de garder son sang-froid tout en servant une table particulièrement exigeante. Ses collègues l'avaient évitée toute la semaine depuis que la vidéo de son humiliation au manoir Mercier était devenue virale sur les réseaux sociaux. La Cendrillon du fiasco, l'avait-il surnommée dans les commentaires. Son visage rougi et taché de larmes
apparaissait dans des mèmes partout sur Internet. Même Monsieur Laurent, le propriétaire du restaurant, l'avait convoqué dans son bureau ce matin pour parler de l'image de l'établissement. « J'ai besoin de ce travail », pensait-elle en ramassant les assiettes sales. Sa mère malade dépendait d'elle, et les médicaments pour le diabète ne se payaient pas tout seuls. En levant les yeux, son cœur fit un bond. Assis à la table du coin, seul et vêtu d'une simple chemise bleue qui faisait ressortir la couleur de ses yeux, se trouvait Julien Mercier. Il la regardait fixement, comme cette nuit-là à la soirée. Sophie laissa tomber une fourchette qui résonna contre le plancher en bois. Sa collègue Marie la poussa doucement. « Le patron te cherche », chuchota-t-elle. Et il n'a pas l'air content. Dans le petit bureau, Monsieur Laurent l'attendait avec une expression grave. Sur le bureau désordonné reposait une enveloppe blanche. « Je suis désolé, Sophie, » dit-il sans détour. « Je dois te laisser partir. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. « La vidéo. Les clients en parlent. Ils disent que nous avons une opportuniste qui travaille ici. Les Mercier sont puissants dans cette ville petite. Je ne peux pas risquer mon commerce. » Elle sortit du bureau avec l'enveloppe de son indemnité serrée contre sa poitrine et les larmes menaçant de couler. En passant près de la table de Julien, elle accéléra le pas, mais il se leva et l'arrêta doucement. « Attendez, s'il vous plaît, » dit-il. Sa voix était différente de celle de cette nuit-là, plus douce, presque suppliante. « Laissez-moi tranquille. » répondit-elle d'une voix brisée. « Vous m'avez déjà assez pris. » Les yeux de l'homme s'assombrirent. « De quoi parlez-vous? Je viens de perdre mon travail à cause de vous, à cause de cette maudite vidéo dans votre manoir. » Julien pâlit visiblement. « Je n'en avais aucune idée. Je n'ai pas... » « Bien sûr que non, » interrompit Sophie avec amertume. « Les gens comme vous n'ont jamais idée du mal qu'ils causent aux autres. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller dire à ma mère malade que je ne pourrai plus payer ses médicaments ce mois-ci. » Elle sortit du restaurant la tête haute, mais dès qu'elle tourna au coin de la rue, les larmes commencèrent à couler librement sur ses joues. Le ciel de Biarritz s'assombrissait, annonçant un orage qui coïncidait parfaitement avec la tempête qui faisait rage en elle. Ce que Sophie ignorait, c'était que Julien Mercier l'observait depuis la fenêtre du restaurant avec une expression de douleur et de reconnaissance qui aurait été impossible à expliquer. Dans sa poche, il caressait une vieille photographie usée par le temps. Une jeune femme avec les mêmes yeux verts que Sophie, souriant près d'un berceau. Ce soir-là, dans son petit appartement à la périphérie de la ville, Sophie essayait d'expliquer la situation à sa mère tout en préparant une tisane dans la cuisine délabrée. Jeanne Leroy, une femme de 50 ans dont le visage conservait encore les traces d'une beauté remarquable, écoutait sa fille avec une expression préoccupée depuis son fauteuil près de la fenêtre. « Tu as dit Mercier, Julien Mercier ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Sophie acquiesça tout en servant le thé dans des tasses ébréchées. « Tu le connais ?» Un silence épais remplit le petit salon. Jeanne détourna son regard vers la seule photographie qui décorait le mur. Elle, beaucoup plus jeune, tenant Sophie bébé dans ses bras. « Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé pour la famille Mercier, » dit-elle finalement, comme gouvernante dans leur maison d'été en Provence. Quelque chose dans le ton de sa mère fit que Sophie s'assit lentement, sentant qu'elle était sur le point d'entendre quelque chose d'important. « Et que s'est-il passé ?» Jeanne prit une profonde inspiration. « Ils m'ont renvoyé, de façon injuste. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Il y a des choses du passé qu'il vaut mieux laisser enterrer, ma fille. » Jeanne but une gorgée de thé et ferma les yeux. Mais peut-être que le destin a d'autres plans. Le téléphone de Sophie vibra sur la table. Un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle avec méfiance. « Mademoiselle Leroy ?» La voix à l'autre bout était formelle, professionnelle. « C'est Thomas Durand, assistant personnel de Monsieur Julien Mercier. Mon patron souhaite vous proposer un entretien demain à 10 heures au siège de Mercier Enterprise. » Sophie sentit qu'elle manquait d'air. « Pourquoi faire ? » « Pour vous offrir un emploi, mademoiselle. Un poste au département des relations publiques de l'entreprise. » Quand elle raccrocha, elle regarda sa mère avec confusion. Jeanne avait le regard perdu dans un point distant, comme si elle pouvait voir quelque chose que sa fille ne voyait pas. « N'y va pas, » dit-elle finalement. « Cette famille n'apporte que de la douleur. » Mais toutes deux savaient qu'avec les factures qui s'accumulaient et les médicaments de plus en plus chers, Sophie n'avait pas beaucoup d'options. Les bureaux centraux de Mercier Enterprise occupaient les 10 derniers étages d'un gratte-ciel de verre dans le quartier financier de la ville. Sophie, vêtue de ce qu'elle avait de mieux, un tailleur noir qui avait appartenu à une cliente du restaurant et qu'elle avait acheté à prix réduit, sentait que chaque personne qui la voyait pouvait deviner qu'elle n'appartenait pas à ce monde. L'ascenseur de verre monta comme une fusée jusqu'au 40e étage, où une réceptionniste au sourire parfait l'accueillit. « Mademoiselle Leroy, Monsieur Durand vous attend. Par ici, s'il vous plaît. » Elle la guida à travers un labyrinthe de bureaux minimalistes jusqu'à une salle de réunion, où un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume gris impeccable, examinait des documents. « Bienvenue, dit-il en se levant pour lui serrer la main. Je suis Thomas Durand, directeur des ressources humaines et bras droit de Monsieur Mercier. Merci de me recevoir. »
répondit Sophie, essayant de garder une voix ferme, bien que je ne comprenne pas pourquoi je suis ici. Thomas sourit légèrement. Ce monsieur Mercier a été impressionné par vous, impressionné par ma capacité à renverser des boissons et à devenir virale, demanda-t-elle avec une amertume qu'elle ne put contenir. Impressionné par votre force, répondit une voix depuis la porte. Julien Mercier entra dans la salle d'un pas assuré. Il portait un costume bleu marine sur mesure et sa présence remplissait la pièce d'une manière que Sophie trouva écrasante. Je vais vous laisser, dit Thomas, se retirant discrètement. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Sophie observa Julien plus en détail. Il avait le visage bronzé, comme s'il passait du temps en plein air malgré son travail de bureau. Une ombre de barbe parfaitement taillée encadrait sa mâchoire définie. Mais ce qui ressortait le plus, c'étaient ses yeux, d'un bleu intense, mais avec une tristesse permanente qu'aucun sourire ne parvenait à cacher. « Pourquoi suis-je ici, monsieur Mercier ?» demanda-t-elle finalement. Il s'assit en face d'elle, maintenant une distance professionnelle. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé à la soirée et pour les conséquences que vous avez subies. Je n'étais pas au courant de la vidéo jusqu'à hier. Excuse acceptée. C'est tout. Julien la regarda intensément. Non, je voudrais vous offrir un poste dans notre entreprise. Par charité, je n'ai pas besoin de votre pitié. Par nécessité, répondit-il avec une sincérité surprenante. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous dans notre équipe de relations communautaires. Quelqu'un qui comprenne réellement les personnes que nous prétendons aider avec nos programmes sociaux. Sophie le regarda avec scepticisme. Et qu'est-ce qui me fait penser que ce n'est pas simplement une façon de faire taire les rumeurs, d'éviter que les gens disent que dans votre soirée, on a humilié une serveuse. Julien se pencha en avant. Mademoiselle Leroy, si je voulais vous faire taire, je vous offrirais de l'argent, pas un travail. Je vous offre un poste parce que j'ai fait des recherches sur vous. Je sais que vous avez étudié 2 ans en communication avant d'abandonner l'université pour prendre soin de votre mère. Je sais que vous parlez anglais couramment, grâce aux touristes du restaurant, et je sais que vous êtes exactement ce dont nous avons besoin. Un frisson parcourut le dos de Sophie. Vous avez enquêté sur moi? C'est ce que je fais avant d'embaucher quelqu'un, répondit-il naturellement, bien que quelque chose dans son regard indiquait qu'il y avait plus. Et si je dis non, je vous trouverai un autre emploi, avec une recommandation personnelle de ma part. Vous ne manquerez plus de rien par ma faute. La proposition était trop belle pour être refusée, et ils le savaient tous les deux. Le salaire mentionné par Thomas était 5 fois ce qu'elle gagnait au restaurant. Elle pourrait payer les médicaments de sa mère sans problème, peut-être même retourner à l'université. Quand commencerai-je? demanda-t-elle finalement. Dès demain. Julien se leva et lui tendit la main. Bienvenue chez Mercier Enterprise, Sophie. Lorsque leurs mains se touchèrent, un courant électrique sembla les connecter. Il la retint une seconde de plus que nécessaire, avec une expression indéchiffrable sur son visage. « Il y a autre chose que vous devriez savoir », dit Julien en l'accompagnant vers la porte. « Vous travaillerez directement avec moi sur le projet de la Fondation Aurore. » La Fondation Aurore? Un nouveau projet, en l'honneur de ma mère. Aurore Mercier est décédée il y a 6 mois. Sophie acquiesça, se souvenant vaguement avoir lu quelque chose sur la mort de la matriarche des Mercier. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était que le nom de sa propre mère, Jeanne Leroy, était apparu dans le testament d'Aurore Mercier, accompagné d'une lettre scellée que Julien n'avait pas encore osé ouvrir. À son premier jour de travail, Sophie fit la connaissance de celui qui allait devenir son allié inattendu, Pierre Rousseau, le chef exécutif du restaurant d'entreprise de Mercier Enterprise. Un homme de 30 ans, au sourire facile et aux commentaires pleins d'esprit, qui l'aida à s'orienter dans le labyrinthe corporatif. « Alors c'est toi, la fameuse fille de la vidéo, dit-il, en lui servant un café dans la cafétéria presque vide. Celle qui a laissé sans voix l'inaccessible Julien Mercier. Sophie rougit. Ce n'est pas comme tu le décris. Ça ne l'est jamais, répondit Pierre avec un sourire complet. Mais je vais te dire quelque chose. Ça fait 3 ans que je travaille ici et je n'ai jamais vu le patron embaucher personnellement qui que ce soit. Quoi qu'il ait vu en toi, c'est spécial. Ou problématique, ajouta une voix féminine. Une femme élégante d'une 40aine d'années s'approcha de leur table. Elle portait un tailleur impeccable, et ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon sévère qui accentuait ses traits fins. Isabelle Mercier, se présenta-t-elle froidement. Directrice financière et sœur de Julien. Sophie se leva pour la saluer, mais Isabelle ne fit aucun geste pour lui serrer la main. « J'espère que vous comprenez l'opportunité qui vous a été offerte et que vous ne la gaspillerez pas, dit-elle d'une voix tranchante. Mon frère peut être impulsif dans ses décisions. Je ferai de mon mieux, Madame Mercier. Je l'espère. Cette entreprise est l'héritage de notre famille. Nous ne comprenons pas tous la valeur de cela. » Son regard était pénétrant, presque accusateur. Certains ne voient que la fortune, pas la responsabilité qu'elle implique. Quand Isabelle s'éloigna, Pierre siffla doucement. La vipère a marqué son territoire,
murmura-t-il. Méfie-toi d'elle, elle n'aime pas partager le pouvoir, même pas avec son frère. Je ne veux pas de pouvoir, répondit Sophie sincèrement. Je veux juste bien faire mon travail. Oui, mais il te regarde d'une façon qu'il n'a regardé personne depuis que... Pierre s'arrêta comme s'il avait été sur le point de dire quelque chose d'inapproprié. Depuis quoi? Rien, rien. Ce sont de vieilles rumeurs. Pierre changea rapidement de sujet. Viens, je vais te montrer où est ton bureau. Il est petit, mais il a une vue spectaculaire. Tandis qu'elle le suivait dans les couloirs lumineux, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles inachevées de Pierre et à l'hostilité évidente d'Isabelle Mercier. Dans quoi s'était-elle engagée? Ce qu'elle ignorait, c'était qu'à ce même moment, Julien Mercier observait depuis son bureau, à travers les parois de verre, comment elle parcourait le bâtiment avec Pierre. Son expression était impénétrable, tandis qu'il tenait dans ses mains une vieille enveloppe portant le nom de Jeanne Leroy, écrit avec l'élégante calligraphie de sa mère. Au cours des semaines suivantes, Sophie s'immergea dans son travail pour la Fondation Aurore. Le projet, comme lui expliqua Julien, consistait à créer des centres communautaires dans les quartiers vulnérables de Marseille, offrant éducation, soins médicaux et formation professionnelle. Sa tâche était de coordonner avec les communautés locales et de s'assurer que les besoins réels des gens étaient pris en compte. À sa surprise, elle découvrit qu'elle avait un talent naturel pour ce travail. Les gens lui faisaient confiance, peut-être parce que, contrairement aux autres cadres de l'entreprise, Sophie connaissait d'expérience ce que signifiait lutter chaque jour pour survivre. Un après-midi, alors qu'elle présentait ses avancées dans la salle de conférence, elle remarqua comment Julien l'observait, avec un mélange d'admiration et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait définir. Votre proposition d'inclure une crèche dans le centre communautaire de Saint-Denis est brillante, dit-il quand elle termina sa présentation. Nous n'avions pas considéré cet aspect, parce que vous n'avez jamais eu à choisir entre travailler ou vous occuper de vos enfants, répondit-elle franchement. Loin d'être offensé, Julien sourit. C'est exactement pour cela que nous avions besoin de vous, Sophie. Ce soir-là, pour célébrer l'approbation du projet, l'équipe organisa une petite réunion dans un restaurant proche. Pendant que tous conversaient avec animation, Julien s'assit à côté de Sophie. « Puis-je vous confier quelque chose ?» demanda-t-il à voix basse quand personne d'autre ne pouvait les entendre. Elle acquiesça intriguée par le ton personnel de sa voix. Ce projet était le rêve de ma mère. Pendant des années, elle a voulu créer quelque chose qui ferait vraiment la différence. La plupart de nos initiatives de responsabilité sociale sont superficielles, conçues pour les relations publiques, pas pour un véritable changement. Et pourquoi est-ce différent maintenant? Julien regarda son verre de vin pendant quelques secondes, avant de répondre. Parce que j'ai fait une promesse à ma mère avant qu'elle ne meure, et parce que vous me rappelez qu'il existe un monde réel, au-delà des murs de verre de mon bureau. Il y eut un moment de silence chargé de tension. Sophie sentait qu'ils étaient au bord de quelque chose de dangereux, une connexion qui allait au-delà du professionnel. « Votre mère ?» dit finalement Julien. « Jeanne Leroy. Elle a travaillé pour ma famille. Il y a des années, n'est-ce pas? » Le cœur de Sophie fit un bond. « Comment le savez-vous? Je m'en suis souvenu après vous avoir vu. J'avais environ 10 ans quand elle travaillait dans notre maison de vacances. » Sa voix devint distante, comme s'il revivait des souvenirs lointains. « Elle était gentille avec moi, la seule du personnel qui me traitait comme un enfant normal, pas comme l'héritier des Mercier. » Sophie sentit un nœud dans sa gorge. Elle ne m'a jamais beaucoup parlé de cette époque. Ma mère l'appréciait. C'est pourquoi j'ai été surpris quand elle a disparu soudainement, sans dire au revoir. L'inconfort se refléta sur le visage de Sophie. Il y avait quelque chose qui ne cadrait pas dans cette histoire. Ma mère dit qu'elle avait été injustement licenciée. Julien fronça les sourcils. Ce n'est pas ce qu'on m'a raconté. Avant qu'ils ne puissent approfondir le sujet, Isabelle Mercier apparut à leur table, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Comme c'est touchant !» dit-elle avec ironie. Mon frère partageant des confidences avec sa nouvelle protégée. La tension était palpable. Julien se leva, clairement contrarié par l'interruption. « Isabelle, nous parlions travail. » « Bien sûr !» répondit-elle avec une douceur feinte. « En tant que PDG, tu dois superviser personnellement tous les projets. » Sophie s'excusa et se dirigea vers les toilettes, ayant besoin d'un moment pour digérer ce qu'elle venait d'entendre. Dans le miroir, elle vit son reflet, une jeune femme qui semblait divisée entre deux mondes, sans appartenir complètement à aucun. Quand elle sortit, elle se retrouva face à face avec Isabelle Mercier. « Permettez-moi d'être claire avec vous. » dit la femme sans préambule. « Je ne sais pas ce que vous prétendez obtenir de mon frère, mais cette entreprise a été protégée par des générations de Mercier. Je ne permettrai pas qu'une arriviste avec un nom de famille opportun mette en péril tout ce que nous avons construit. »« Je ne comprends pas de quoi vous parlez, » répondit Sophie, bien qu'un frisson parcourût son dos. « Vraiment ?» Isabelle s'approcha davantage, son parfum coûteux envahissant l'espace personnel de Sophie. « Ma mère a toujours été sentimentale, même sur son lit de mort. Mais pas moi. Je vois à travers les coïncidences trop parfaite. » Sans rien ajouter, Isabelle s'éloigna, laissant Sophie avec une sensation de danger imminent. En retournant à la table, elle remarqua que Julien l'observait avec préoccupation. L'espace d'un instant,
Leurs regards se croisèrent, et Sophie sentit que, malgré toutes les différences sociales et les mystères du passé, quelque chose d'inévitable grandissait entre eux. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva sa mère endormie dans le fauteuil, avec une vieille boîte de photographie ouverte sur ses genoux. Avec précaution, Sophie examina les images. Sa mère, beaucoup plus jeune, dans ce qui semblait être une belle maison de vacances, et sur l'une d'elles, quelque chose qui lui glaça le sang. Jeanne enlacée avec une femme élégante qui ne pouvait être qu'Aurore Mercier. Toutes deux souriaient à l'appareil, comme des amies intimes, non comme une employeuse et une employée. En retournant la photographie, elle lut une inscription d'une écriture délicate. « Pour ma chère Jeanne, la sœur que la vie m'a donnée, avec une affection éternelle, Aurore. » Le premier centre communautaire de la Fondation Aurore était presque prêt pour son inauguration. Situé dans l'un des quartiers les plus défavorisés de Marseille, le bâtiment moderne et fonctionnel de 3 étages resplendissait comme un phare d'espoir parmi les maisons modestes et les rues non pavées. Sophie parcourait les installations avec Julien, lui montrant les derniers détails, les salles de classe équipées d'ordinateurs, le cabinet médical, la crèche et les ateliers de formation. « C'est au-delà de ce que j'imaginais », avoua-t-il en regardant les ouvriers installer l'enseigne avec le nom de la fondation. « Ma mère serait fière. » Au cours des dernières semaines, leur relation professionnelle avait évolué vers quelque chose de plus personnel. Ils partageaient des déjeuners, de longues conversations sur le projet et occasionnellement des fragments de leur vie. Sophie avait découvert que sous la façade de l'homme d'affaires implacable se cachait un homme vulnérable, marqué par des pertes et des attentes impossibles à satisfaire. De son côté, Julien voyait en elle une force et une authenticité qu'il avait rarement trouvées dans son cercle social. « Puis-je te demander quelque chose de personnel ?» dit-il alors qu'il s'asseyait sur un banc à l'extérieur du bâtiment, observant le coucher du soleil. C'était la première fois qu'ils se tutoyaient en dehors du bureau. « Je t'en prie, pourquoi ne m'as-tu jamais demandé pourquoi je t'ai vraiment engagé ?» Sophie le regarda directement, ses yeux verts reflétant les derniers rayons du soleil. « Parce que j'avais peur de la réponse. » Julien acquiesça, comprenant. « La première fois que je t'ai vu, à la soirée, j'ai cru voir un fantôme du passé. Tu as les yeux de ta mère, mais... » Il s'arrêta, incertain de comment continuer. « Mais je ressemble à quelqu'un d'autre, » compléta-t-elle. Ce n'était pas une question. « À ma mère quand elle était jeune ?» avoua-t-il finalement. « J'ai vu les photographies. La ressemblance est troublante. » Un lourd silence s'installa entre eux. Les implications de cette révélation étaient trop importantes pour être ignorées. « Ma mère ne parle jamais de son temps passé avec ta famille, » dit Sophie d'une voix tremblante. « Mais j'ai trouvé une photographie où elle apparaît avec Aurore Mercier. Elle semblait très proche. »« Elle l'était, » confirma Julien. « Ma mère m'a raconté certaines choses avant de mourir. Elle m'a dit qu'elle avait une dette envers Jeanne Leroy, qu'elle devait la retrouver et lui remettre quelque chose. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Quoi donc ?» Julien prit sa main avec délicatesse. « Une lettre. Et la vérité sur ce qui s'est passé il y a 25 ans. » Avant qu'il ne puisse en dire plus, le téléphone de Julien sonna. C'était Thomas, son assistant, avec des nouvelles urgentes. Isabelle avait convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour ce soir même. « Je dois partir, » dit Julien avec regret. « Mais cette conversation n'est pas terminée. Pouvons-nous nous voir demain ? Il y a des choses que tu dois savoir. » Sophie acquiesça, sentant qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose qui changerait leur vie à jamais. Ce soir-là, alors qu'elle attendait anxieusement des nouvelles de Julien, elle reçut un appel inattendu. C'était Pierre, le chef de l'entreprise, qui semblait préoccupé. « Sophie, écoute attentivement, » dit-il sans saluer. « Quelque chose d'important se passe. Isabelle a présenté une motion pour destituer Julien en tant que PDG. Elle utilise le projet de la Fondation comme excuse, disant qu'il gaspille les ressources de l'entreprise pour des raisons personnelles. » « Quelles raisons personnelles ?» Il y eut une pause inconfortable. « Elle insinue que toi et lui, qu'il y a plus qu'une relation professionnelle, et que cela trouble son jugement. » Le cœur de Sophie s'accéléra. « C'est absurde. Je sais, mais elle a convaincu plusieurs membres du conseil. Et il y a plus. Elle a engagé des détectives privés. Ils ont enquêté sur ta mère et toi. » Un frisson parcourut le dos de Sophie. « Pourquoi ferait-elle cela ? » « Je n'en suis pas certain, » répondit Pierre. « Mais j'ai entendu quelque chose à propos d'un testament modifié, celui d'Aurore Mercier. » Quand elle raccrocha, Sophie s'assit dans l'obscurité de son petit appartement, essayant de comprendre tout ce qui se passait. Sa mère était sortie dîner avec une amie et n'était pas encore rentrée. La sonnette retentit, la faisant sursauter. En ouvrant la porte, elle se retrouva face à face avec Isabelle Mercier. « Nous devons parler, » dit la femme,
entrant sans attendre d'invitation. Son regard parcourut le modeste appartement avec un dédain à peine dissimulé. « Que voulez-vous » demanda Sophie, essayant de garder son sang-froid. Isabelle sortit une enveloppe de son sac et la jeta sur la petite table de la salle à manger. « 50 000 €, dit-elle froidement, pour que tu disparaisses de nos vies. » Sophie regarda l'enveloppe sans la toucher, ressentant un mélange d'indignation et de douleur. « Je ne comprends pas ce qui se passe ici. »« Oh, je t'en prie. » Isabelle fit un pas vers elle. L'innocente serveuse qui ressemble par hasard à ma mère quand elle était jeune. La fille de Jeanne Leroy qui apparaît juste quand mon frère est vulnérable, après avoir perdu notre mère. Ne me prends pas pour une idiote. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je parle du testament d'Aurore Mercier, de la lettre scellée adressée à ta mère qui est apparue parmi ses documents personnels, de comment mystérieusement mon frère a commencé à enquêter sur Jeanne Leroy quelques jours après la mort de notre mère. Sophie sentit qu'elle manquait d'air. Que dit cette lettre? Je ne sais pas, admit Isabelle avec une frustration évidente. Mon frère la garde. Il ne me permet pas de la voir, mais je sais qu'elle est dangereuse pour l'héritage de notre famille. Elle s'approcha davantage de Sophie, son parfum coûteux envahissant le petit espace. « Écoute-moi bien, les Mercier ont passé des générations à construire un empire. Je ne permettrai pas qu'une, elle chercha le mot approprié, coïncidence génétique détruise tout ce pour quoi nous avons travaillé. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, répondit Sophie, bien qu'une partie d'elle commençait à soupçonner la vérité. L'argent est là, continua Isabelle, montrant l'enveloppe. Prends-le et disparais. Éloigne-toi de mon frère, de l'entreprise, de Marseille même. Commence une nouvelle vie ailleurs. Et si je refuse? Les yeux d'Isabelle brillèrent d'une froideur calculatrice. Alors je m'assurerai que ta mère et toi perdiez tout. J'ai des contacts, de l'influence. Je peux faire en sorte qu'aucun établissement dans cette ville ne vous donne du travail. Je peux faire en sorte qu'on vous refuse la location de n'importe quel appartement. Je peux vous détruire sans même faire d'effort. Le silence qui suivit était si dense que Sophie pouvait entendre son propre cœur battre rapidement. Je te donne jusqu'à demain pour décider, dit finalement Isabelle, se dirigeant vers la porte. Après cela, l'offre expire et les conséquences commencent. Quand la porte se referma derrière elle, Sophie s'effondra sur le canapé, tremblante. Qu'insinuait Isabelle? Quel secret pouvait être si terrible qu'il méritait ce genre de menace? Le son de son téléphone la fit sursauter. C'était un message de Julien. « Nous devons parler, c'est urgent. Je serai au belvédère de Notre-Dame de la Garde à minuit. S'il te plaît, viens seul. » Le belvédère de Notre-Dame de la Garde offrait une vue panoramique de Marseille, illuminée par des milliers de lumières qui ressemblaient à des étoiles tombées du ciel. Malgré le froid de la nuit, Sophie attendait enveloppée dans une veste légère, observant la ville qui avait toujours été son foyer. Quand elle entendit des pas s'approcher, elle se retourna pour voir Julien marcher vers elle. Son visage habituellement assuré montrait des signes de fatigue et d'inquiétude. « Merci d'être venu, » dit-il, s'arrêtant à ses côtés sans la toucher. « Isabelle a convoqué le conseil cet après-midi. Je sais, Pierre m'a appelé. » Julien acquiesça. « Elle a essayé de me destituer comme PDG. Elle n'a pas réussi, mais plusieurs membres du conseil sont inquiets. À cause de moi? Non, répondit-il fermement. À cause de la vérité qu'ils craignent de découvrir. » Il s'appuya sur la balustrade, regardant la cathédrale illuminée au loin. « Isabelle est venue me voir, » avoua Sophie. « Elle m'a offert de l'argent pour disparaître. » L'expression de Julien se durcit. « Je suis désolé, ma sœur a toujours été protectrice envers le nom des Mercier. Elle m'a parlé d'une lettre pour ma mère. » Julien ferma les yeux un moment, comme pour rassembler ses forces. Puis il sortit une enveloppe jaunie de sa veste. « Cette lettre a été écrite par ma mère peu avant sa mort. Elle m'a demandé de la remettre en personne à Jeanne Leroy. » Il fit une pause. « Je ne l'ai pas lu. Ce n'était pas à moi de le faire. » Sophie prit l'enveloppe d'une main tremblante. Le nom de sa mère était écrit d'une calligraphie élégante et ferme. « Pourquoi me la donnes-tu à moi? »« Parce que je crois qu'elle contient des réponses dont nous avons tous deux besoin, » répondit-il, sa voix à peine audible dans le vent. « Et parce que je te fais confiance plus qu'à quiconque en ce moment. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre et quelque chose d'indéfinissable passa entre eux. Une connexion qui allait au-delà du physique, au-delà des secrets familiaux. « Il y a autre chose que tu dois savoir, » continua Julien. « Dans le testament de ma mère, elle a laissé une partie de ses actions personnelles au nom de Jeanne Leroy. Ce n'est pas une quantité qui affecte le contrôle de l'entreprise, mais c'est significatif. Isabelle est furieuse à cause de cela. Pourquoi ma mère recevrait-elle quelque chose comme ça? » Julien s'approcha un peu plus, jusqu'à ce que leurs épaules se touchent presque. « Ma mère et ta mère n'étaient pas simplement employeuses et employées, Sophie. Elles étaient des amies proches, presque comme des sœurs, selon les gens qui les ont connues, jusqu'à ce que quelque chose se produise, quelque chose que personne n'a voulu m'expliquer. Après cela, ta mère a disparu de nos vies. » Sophie regarda l'enveloppe dans ses mains, sentant le poids de décennies de secrets. « Mon père, » continua Julien, « a toujours été un homme dur, obsédé par les apparences et le statut social. Il n'approuvait pas beaucoup des amitiés de ma mère, spécialement avec le personnel. » Un frisson parcourut le dos de Sophie,
tandis que les pièces commençaient à s'assembler. « J'ai besoin de lire cette lettre avec ma mère, dit-elle finalement. Julien acquiesça. « Je comprends, mais il y a autre chose que je veux te dire avant que tu ne partes. » Il se tourna complètement vers elle, prenant doucement ses mains. « Depuis que tu es apparue à cette soirée, avec cette robe fleurie si déplacée, quelque chose a changé en moi. Au début, j'ai pensé que c'était parce que tu me rappelais ma mère, mais maintenant je sais que c'est plus que cela. Tu es la personne la plus authentique, courageuse et honnête que j'ai rencontrée depuis des années. Julien, non, laisse-moi finir. Je sais que nous nous connaissons à peine. Je sais qu'il y a des secrets de famille qui pourraient tout compliquer. Mais je sais aussi que je ressens pour toi quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Et j'ai peur que lorsque tu liras cette lettre, tu décides de t'éloigner pour toujours. » Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. Comment lui expliquer qu'elle aussi ressentait cette connexion inexplicable? Comment admettre que, malgré toutes les différences sociales et les mystères non résolus, elle se sentait irrésistiblement attirée par lui. « Je promets de revenir quand je connaîtrai la vérité, » dit-elle finalement. Quelle qu'elle soit. Julien approcha son visage du sien, leurs lèvres à quelques centimètres de distance. Pendant un moment, il sembla qu'il allait l'embrasser, mais au lieu de cela, il appuya son front contre le sien, dans un geste d'intimité qui s'avéra plus puissant que n'importe quel baiser. « Je t'attendrai, » murmura-t-il. Jeanne Leroy observait l'enveloppe jaunie, comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Ses mains, marquées par des années de travail dur, tremblaient légèrement, tandis qu'elle caressait la calligraphie d'Aurore Mercier. « J'ai toujours su que ce jour viendrait, » dit-elle d'une voix qui semblait venir de très loin. Aurore avait juré que la vérité éclaterait au grand jour, tôt ou tard. Sophie s'assit à côté de sa mère, sur le petit canapé usé. « Quelle vérité, maman? Que se passe-t-il » Jeanne prit une profonde inspiration. « Quand je travaillais pour les Mercier, Aurore et moi sommes devenus amis, de vrais amis. Malgré nos différences sociales, nous partagions des secrets, des rêves, des inquiétudes, tout. » Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution et en sortit plusieurs pages manuscrites. Elle commença à lire en silence, et Sophie observa comment les larmes commençaient à se former dans ses yeux. « Aurore avait des problèmes pour concevoir, » continua Jeanne après un moment. « Elle avait tout essayé, mais les médecins lui avaient dit que c'était pratiquement impossible. Elle était dévastée. Monsieur Mercier, Richard, était obsédée par l'idée d'avoir un héritier pour son empire. Elle fit une pause, comme si elle cherchait les mots appropriés. « J'étais célibataire à l'époque. Je venais de terminer une relation compliquée avec un homme merveilleux, mais instable. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, c'est Aurore qui m'a soutenue. Elle m'a offert de rester dans la maison de vacances, loin des commérages de la ville. » Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle pouvait le sentir dans ses oreilles. Un terrible soupçon commençait à se former dans son esprit. « Qui est mon père, maman ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Jeanne regarda la lettre une fois de plus avant de répondre. « Antoine Moreau, un artiste que j'ai connu à l'université. Il est mort dans un accident peu après ta conception. Il n'a jamais su que tu étais en route. » Sophie relâcha l'air qu'elle avait retenu, ressentant un soulagement momentané. Alors quel est le grand secret? Pourquoi la sœur de Julien est-elle si désespérée de nous éloigner? Jeanne plia soigneusement les pages de la lettre. « Parce que Richard Mercier a découvert qu'Aurore et moi avions fait un pacte. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant et j'en attendais un sans père. Nous avons décidé de partager. » « Partager ?» répéta Sophie, confuse. « Je t'ai mise au monde dans la maison de vacances des Mercier. Aurore était à mes côtés tout le temps. Pendant 3 jours, elle t'a présenté comme sa fille. Elle t'a soignée, nourrie, aimée comme si tu étais vraiment la sienne. C'était notre secret. » Sophie sentit que le monde s'arrêtait. « Julien croit que je suis sa sœur? » « Non, » répondit Jeanne rapidement. « Richard a découvert notre plan quand il est revenu inopinément d'un voyage. Il était furieux. Il m'a immédiatement renvoyé et a menacé de me détruire si jamais je racontais la vérité. Aurore a essayé de me défendre, mais son mariage était déjà fracturé pour d'autres raisons. Et ensuite, Aurore est tombée enceinte miraculeusement quelques semaines plus tard, de Julien, un véritable enfant biologique. Richard n'a jamais douté de sa paternité parce que physiquement, il ressemblait beaucoup à lui. Mais Aurore et moi sommes restés en contact en secret pendant des années. Elle n'a jamais cessé de se sentir responsable de ce qui m'était arrivé, de la façon dont Richard m'avait traité. Jeanne prit les mains de sa fille. Selon cette lettre, Aurore n'a jamais cessé de te considérer comme faisant partie de sa famille. Elle te voyait comme la fille qu'elle avait presque eue. C'est pourquoi elle a modifié son testament, te laissant une partie de ses actions personnelles. Sophie essayait d'assimiler toutes ces informations. Elle n'était pas la sœur de Julien, mais il existait une connexion familiale indirecte. Un lien à travers Aurore Mercier. « Il y a autre chose, » continua Jeanne, montrant la dernière page de la lettre. « Aurore soupçonnait Richard d'avoir engagé des personnes pour nous surveiller au fil des ans. Elle craignait que si la vérité éclatait au grand jour, cela puisse nous nuire à toi et à moi. Et maintenant, selon la lettre, Richard est mort il y a 3 ans. Aurore s'est enfin sentie libre de reconnaître notre amitié et ta place dans son cœur. Elle voulait que Julien connaisse la vérité sur notre histoire, mais elle ne voulait pas que lui ou Isabelle
interprète mal votre connexion. Sophie se leva, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Tout ce en quoi elle avait cru concernant sa vie, son identité, était remis en question. Pourquoi ne m'as-tu pas raconté cela avant? Jeanne baissa les yeux. J'avais peur. Richard Mercier était un homme puissant et vindicatif. Et puis, avec le temps, il semblait inutile de compliquer ta vie avec des histoires du passé. Sophie regarda par la fenêtre, vers la nuit étoilée. Elle pensa à Julien, à ce qu'il ressentirait en découvrant que sa mère avait tellement aimé une autre femme qu'elle avait été prête à présenter la fille de celle-ci comme la sienne. Je dois le voir, dit-elle finalement. Julien mérite de connaître la vérité. Le manoir Mercier brillait sous la lumière de la lune quand Sophie arriva. Malgré l'heure tardive, plusieurs lumières étaient allumées. Le garde de sécurité la reconnut et la laissa passer sans question. Dans le hall principal, elle trouva Thomas, l'assistant de Julien, avec une expression préoccupée. « Mademoiselle Leroy, Dieu merci, vous êtes là. » dit-il en s'approchant rapidement. « Monsieur Mercier vous cherche. Que se passe-t-il » Isabelle a convoqué une autre réunion du conseil. Cette fois, elle a apporté des documents, des accusations sur vous et votre mère, quelque chose à propos d'une fraude d'identité il y a des années. Le cœur de Sophie s'accéléra. Isabelle déformait la vérité, la présentant comme une conspiration contre la famille Mercier. Où est Julien? Dans son bureau. Avec elle. Sophie se dirigea vers le bureau, entendant des voix élevées à mesure qu'elle s'approchait. La porte était entr'ouverte. « C'est une arnaqueuse, tout comme sa mère. » La voix d'Isabelle semblait hystérique. « Tu ne vois pas? Elle prévoit de s'emparer d'une partie de notre entreprise. Tu n'as aucune preuve de cela, » répondit Julien d'une voix tendue. « Et je ne te permettrai pas de parler ainsi de Sophie ou de sa mère. Regarde ces photos. » Jeanne Leroy faisant semblant d'être la mère d'un bébé qu'Aurore présentait comme le sien. « Quelles autres preuves te faut-il » Sophie poussa la porte, entrant dans le bureau. Les deux frères et sœurs se tournèrent vers elle. Surpris. « Ce n'était pas comme tu le racontes, » dit-elle d'une voix ferme regardant directement Isabelle. « Ta mère et la mienne étaient amies. Elles s'aimaient comme des sœurs. Ce qu'elles ont fait n'était pas pour tromper qui que ce soit, mais par amour. » Julien fit un pas vers elle. « Tu as lu la lettre ?» Sophie acquiesça. « Ma mère m'a raconté toute l'histoire. Aurore a voulu me présenter comme sa fille pendant 3 jours, parce qu'elle voulait savoir ce que c'était que d'être mère. Ma mère a accepté parce qu'elle l'aimait trop pour lui refuser cette consolation. » Isabelle émit un rire sarcastique. « Et tu espères qu'on croit ça ? » « C'est ridicule. C'est la vérité, » répondit Sophie, sortant la lettre de son sac. « La voici, dans les propres mots d'Aurore. » Julien prit la lettre d'une main tremblante et commença à lire. Son visage passa de la confusion à la compréhension, et finalement à une émotion que Sophie ne put déchiffrer. « Maman ne m'a jamais raconté cela, » dit-il à voix basse. Mais ça explique tant de choses. Son insistance à retrouver Jeanne, son obsession pour la fondation, la façon dont elle me parlait parfois d'une petite fille qu'elle avait brièvement connue. Isabelle arracha la lettre de ses mains et la lut rapidement, son visage se durcissant à chaque ligne. « Cela ne change rien, » dit-elle finalement. « Cette femme n'a droit à aucune part de notre entreprise. Je ne veux pas de ton argent, » interrompit Sophie avec fermeté, « ni de tes actions, ni de ton nom. Je suis venu ici pour que Julien connaisse la vérité, pas pour réclamer quoi que ce soit. » Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Dans les yeux bleus de Julien, Sophie vit de la confusion, de la douleur, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui la fit frissonner. « Alors tu renonceras à tout ce que ma mère t'a laissé ?» demanda Isabelle, provocante. « Ce qu'Aurore m'a laissé ne t'appartient pas pour que tu me demandes d'y renoncer, » répondit Sophie. « Mais si c'est ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix, je suis prête à envisager toute solution raisonnable. » Julien parla enfin, sa voix plus ferme. « Personne ne va renoncer à rien. La volonté de notre mère doit être respectée, Isabelle. » Il s'approcha de Sophie, prenant doucement sa main. « Peu importe comment cette histoire a commencé. Ce qui importe, c'est comment elle continue. » Isabelle les observa avec une expression indéchiffrable, comme si elle calculait ses options. Finalement, elle posa la lettre sur le bureau. « Ce n'est pas terminé, » avertit-elle avant de sortir, fermant la porte avec force derrière elle. Seule dans le bureau, Sophie et Julien se regardèrent en silence pendant un long moment. « Je suis désolée pour tout cela, » dit-elle finalement. « Je n'ai jamais voulu compliquer ta vie. » Il sourit légèrement. « Ma vie était déjà compliquée bien avant que tu n'apparaisses à cette soirée. » Il s'approcha davantage, jusqu'à ce que seuls quelques centimètres les séparent. « Tu sais ce qui est le plus étrange dans tout ça ?» continua-t-il. « C'est que, quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai ressenti une connexion immédiate, comme si je te connaissais déjà. J'ai pensé que c'était parce que tu ressemblais à ma mère quand elle était jeune, mais maintenant je comprends que c'était autre chose. » « Quoi donc? Le destin ?» répondit-il simplement. « Ma mère et la tienne ont commencé quelque chose il y a 25 ans. Peut-être que c'est à nous de le terminer. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que tu veux dire? Que je me fiche du passé, des secrets de famille, ou de ce qu'Isabelle ou le conseil peuvent penser ?» Ses mains encadrèrent délicatement le visage de Sophie. « Je me soucie seulement de ce que je ressens quand je suis avec toi. Cette sensation d'avoir trouvé quelque chose
que je ne savais pas que je cherchais. Et alors, sous la lumière tamisée du bureau où des générations de Mercier avaient pris des décisions qui déplaçaient des millions, Julien se pencha et embrassa Sophie. Un baiser d'abord doux, presque timide, qui peu à peu se transforma en quelque chose de plus profond, plus intense, comme si tous deux avaient attendu toute leur vie ce moment. Quand ils se séparèrent enfin, Sophie appuya son front contre le sien, comme il l'avait fait quelques nuits plus tôt au Belvédère. « J'ai peur, confessa-t-elle dans un murmure, de ce que je ressens, de ce qui peut arriver, de ta sœur, moi aussi. » admit-il. « Mais pour la première fois de ma vie, j'ai plus peur de ne pas prendre de risque que d'en prendre un. » Il l'embrassa à nouveau et à ce moment, Sophie sut que, quoi qu'il arrive, sa vie ne serait plus jamais la même. 6 mois plus tard, le premier centre communautaire de la Fondation Aurore ouvrait officiellement ses portes. Sous le soleil brillant de Marseille, des centaines de personnes se réunirent pour la cérémonie d'inauguration. Sophie, vêtue d'un élégant tailleur bleu clair, supervisait les derniers détails, tandis que les invités prenaient place devant le bâtiment moderne et accueillant qui avait coûté tant d'efforts. Sa mère, Jeanne, assistait en tant qu'invitée d'honneur, radieuse dans une robe simple mais élégante. À ses côtés, étonnamment, se tenait Isabelle Mercier qui, après des semaines de conflits, avait conclu une trêve inconfortable mais fonctionnelle avec Sophie. Le chemin n'avait pas été facile. Il y avait eu des poursuites judiciaires, des réunions tendues du conseil et même une tentative d'Isabelle de vendre ses actions à un concurrent. Mais finalement, grâce à la médiation de Thomas et au soutien inattendu de Pierre, qui s'avéra être le neveu d'Antoine Moreau, le père biologique de Sophie, ils étaient parvenus à un accord. Sophie accepta les actions héritées d'Aurore, mais les plaça dans une fiducie destinée exclusivement à financer la fondation. En échange, Isabelle conserva sa position de directrice financière et obtint des garanties que l'entreprise continuerait à fonctionner selon les principes établis par des générations de Mercier. Parmi la foule, Sophie aperçut Julien s'approchant du podium pour donner son discours inaugural. Beau et élégant dans son costume sombre, il semblait enfin en paix avec lui-même et avec l'héritage de sa famille. « Bienvenue au premier centre communautaire de la Fondation Aurore », commença-t-il d'une voix claire et assurée. « Ce projet représente bien plus qu'un bâtiment ou un programme social. Il représente la vision d'une femme qui croyait au pouvoir de la connexion humaine, au-delà des différences sociales ou économiques. » Ses yeux trouvèrent ceux de Sophie dans la foule, et un sourire presque imperceptible traversa son visage avant qu'il ne continue. « Ma mère, Aurore Mercier, rêvait d'un monde où le nom de famille ou le compte en banque ne déterminerait pas la valeur d'une personne, où l'amitié pourrait transcender des barrières apparemment infranchissables. Aujourd'hui, nous honorons ce rêve. » Le public applaudit et Julien fit un geste vers Sophie pour qu'elle le rejoigne sur le podium. D'un pas ferme mais le cœur battant, elle monta les marches et se plaça à ses côtés. « Il y a quelques mois, » continua Julien prenant doucement la main de Sophie, « une femme est entrée à une soirée chez moi vêtue d'une simple robe fleurie. Tout le monde a ri, moi y compris, bien que différemment. Ce que personne ne savait alors, c'est que cette nuit-là changerait nos vies pour toujours. » Des murmures parcoururent l'assistance. Beaucoup reconnurent Sophie de la fameuse vidéo virale, mais la voyant maintenant d'une façon complètement différente, puissante, sûre d'elle, respectée. Cette femme m'a plus appris sur le courage, la dignité et l'authenticité que n'importe quel cours de leadership d'entreprise. Elle m'a montré que parfois, les rencontres les plus inattendues sont celles qui transforment notre destin. Julien se tourna pour la regarder directement dans les yeux. « C'est pourquoi, devant vous tous, je veux te demander quelque chose, Sophie le roi. » Le cœur de Sophie fit un bond quand Julien, à la surprise de tous, s'agenouilla devant elle et sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Je veux te demander que nous continuions à écrire cette histoire ensemble, que tu me permettes de t'aimer chaque jour comme je t'ai aimé ces derniers mois, que nous construisions un avenir où rire, larmes, succès et échecs, nous les partagions comme un seul. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague avec une émeraude qui brillait comme les yeux de Sophie sous le soleil de Marseille. « Me ferais-tu l'honneur de m'épouser ?» Les larmes coulèrent librement, tandis que Sophie acquiesçait, incapable de parler sous l'émotion. Quand elle retrouva enfin sa voix, elle répondit par un oui qui résonna dans les microphones pour tout le public, qui éclata en applaudissements. En plaçant la bague à son doigt, Julien murmura « Tu sais quel jour nous sommes ?» Sophie secoua la tête, submergée par l'émotion. « Exactement 7 mois depuis que tu es entré à cette soirée avec ta robe fleurie. » Il sourit. « La même robe qui est maintenant encadrée dans mon bureau, pour me rappeler toujours que les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. » Il l'embrassa doucement et les applaudissements s'intensifièrent. Dans la foule, Jeanne pleurait de bonheur, tandis qu'Isabelle, à ses côtés, affichait un sourire ténu mais sincère. Et ainsi, sous le brillant soleil méditerranéen, entourée d'amis, de familles, et de toute une communauté dont les vies changeraient grâce à leur travail commun, Sophie et Julien scellèrent une promesse qui avait commencé, d'une certaine façon, 25 ans plus tôt, quand 2 femmes de mondes différents
avait décidé de défier les conventions par amour. L'histoire qui avait commencé avec des rires moqueurs se terminait maintenant avec des larmes de joie, prouvant que parfois les moments les plus humiliants peuvent devenir le premier pas vers le bonheur le plus profond. Cette histoire d'amour et de rédemption vous a-t-elle touché? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui iront droit à votre cœur. Partagez en commentaire ce que vous en avez pensé et dites-nous depuis quelle ville ou quel pays vous nous lisez. Et si vous avez des idées pour de prochaines histoires, nous serions ravis de les connaître. Rappelez-vous que chaque j'aime nous motive à continuer de créer des histoires pour vous.